Comment initier et surveiller un traitement par la colchicine et les inhibiteurs de la xanthinoxydase au cours de la goutte? Les objectifs de ce cours sont donc de connaître les modalités de prescription de la colchicine, de l'allopurinol et du febuxostat dans la goutte, de connaître les facteurs de risque d'allergie grave à l'allopurinol qui constituent l'effet secondaire principal de ce médicament, de connaître les objectifs thérapeutiques euh, des traitements hyperuricémiants et savoir surveiller leur efficacité et leur tolérance. La prise en charge de la goutte a été actualisée récemment par les nouvelles recommandations européennes de 2017. Ces recommandations concernent à la fois le traitement de la crise, l'éducation du patient et le traitement hyperuricémiant. Le traitement de la crise repose sur 4 médicaments, dont le premier choix est la colchicine, avec un schéma thérapeutique bien clair de 1 mg, suivi 1 heure plus tard de 0,5 mg pour le premier jour, puis les jours suivants 0,5 mg 3 fois par jour. En cas de contre-indication à la colchicine, on peut utiliser les anti-inflammatoires non stéroïdiens ou les corticoïdes, avec une préférence pour les injections intra-articulaires, ou sinon en voie systémique avec une dose équivalente de 30 à 35 mg de prénisolone. Si ces 3 médicaments ne peuvent pas être utilisés ou sont contre-indiqués, on peut recourir aux inhibiteurs de l'interleukine 1 bêta, interleukine 1 bêta, qui est la cytokine clé de l'inflammation déclenchée par les cristaux du rate. Et vous voyez sur cette expérience à droite que la colchicine inhibe la sécrétion de l'interleukine 1 bêta. Le choix du traitement dépend des comorbidités, des contre-indications des patients, de l'efficacité antérieure de ces différents médicaments, de la durée d'évolution de la crise actuelle, du nombre et de l'articulation touchée. Et de façon générale, l'efficacité du traitement de la crise est meilleure lorsque le médicament est débuté tôt. Il faut donc éduquer les patients pour reconnaître les premiers signes annonciateurs de crise et éduquer les patients pour l'autogestion des crises de goutte. La colchicine est un ancien médicament, un alcaloïde tricyclique très toxique qui inhibe la formation des microtubules et empêche donc la migration des cellules immunitaires, en particulier la diapédèse de neutrophils, la phagocytose des microparticules et l'activation de l'inflammasome. Elle est métabolisée au niveau hépatique par le cytochrome P453A4 qui le transforme en 2 métabolites peu actifs. La colchicine subit un cycle entérohépatique et transportée vers la lumière digestive par la protéine P, la glycoprotéine PGP. Elle est donc éliminée à la fois au niveau digestif et rénal et peut s'accumuler dans les tissus en cas de maladie rénale sévère avec un débit de filtration inférieur à 30 millimoles par minute. Donc cette maladie rénale sévère constitue une contre-indication à l'utilisation au long cours de la colchicine. Le cytochrome P450 3A4 et la protéine PGP interviennent dans le métabolisme de nombreux médicaments. Il existe donc des interactions possibles avec la colchicine, en particulier des inhibiteurs ou des substrats de ces 2 enzymes peuvent augmenter la concentration plasmatique de la colchicine et exposer des patients au risque de surdosage médicamenteux. La liste des médicaments qui sont métabolisés par ces 2 protéines est longue et peut être retrouvée sur le site internet mentionné sur la diapositive. Ainsi, les macrolides, la famille des macrolides, y compris la pyristinamycine, sont de puissants inhibiteurs de ces 2 enzymes et sont contre-indiqués en association avec la colchicine. D'autres médicaments listés sur la diapositive sont à prendre en compte lors de l'utilisation de la colchicine. Surdosage peut être mortel, la colchicine n'étant pas dialysable et il n'existe pas d'antidote à ce jour. La dose toxique est variable avec une accumulation tissulaire, surtout chez les patients qui ont une maladie rénale
chronique sévère et chez les patients qui ont une maladie hépatique. Les premiers signes d'intoxication sont digestifs, avec des douleurs abdominales et surtout une diarrhée qui peut être parfois sanglante. Le surdosage, les signes de déshydratation et de choc hypovolémique surviennent dans un second temps, avec la possibilité de pancytopénie par aplasie médulaire et de défaillance multiviscérale. L'efficacité de la colchicine est meilleure lorsque le traitement est débuté tôt, et ceci est valable pour tous les traitements de la crise. Et le schéma thérapeutique de la colchicine a été validé par cet essai thérapeutique qui a comparé deux doses, une faible dose 1,8 mg donnée sur 1 heure versus 4,8 mg donnée sur 6 heures. L'étude a permis de montrer que l'efficacité de la colchicine dépend du pic plasmatique, et ce pic plasmatique est obtenu dès la faible dose 1,8 mg et il est équivalent à celui obtenu avec la forte dose. Et on voit sur le graphe de droite que l'efficacité de la colchicine était comparable entre les deux bras, faible dose et forte dose, avec une amélioration de plus de 50% chez environ 40% des patients. L'efficacité était similaire entre les deux bras, mais la tolérance était beaucoup plus importante dans le bras faible dose, et en effet, le risque de diarrhée était 11 fois plus faible dans la faible dose versus la forte dose. Donc, pour rappeler, avant de commencer la colchicine, il faut bien sûr vérifier l'absence d'interaction médicamenteuse, vérifier la fonction rénale, en particulier éviter d'utiliser la colchicine chez les patients qui ont une maladie rénale sévère. La posologie de la colchicine pour la crise est maintenant bien établie, avec le premier jour 1 mg suivi 1 heure plus tard de 0,5 mg, et les jours suivants, le temps de la crise, 0,5 mg 3 fois par jour. En prophylaxie, la posologie de la colchicine est de 0,5 à 1 mg par jour. La surveillance de traitement se fait au niveau clinique, en particulier la surveillance de l'apparition de la diarrhée qui peut signer un signe de surdosage et nécessite donc de diminuer la dose ou l'arrêt du médicament. La surveillance biologique est conseillée lorsque le traitement est pris au long cours en vérifiant la fonction rénale et le taux de CPK. Les recommandations européennes concernent aussi le traitement hypouricémiant. En particulier, l'indication du traitement hypouricémiant a été élargie et peut être utilisée dès la première crise chez les patients ayant une crise avant 40 ans, ayant une crise avec une uricémie supérieure à 480 micromoles par litre ou ayant une crise avec la présence de comorbidité cardiovasculaire. Les autres indications habituelles sont bien sûr maintenues, avec l'indication d'un traitement hypouricémiant en cas de crise récidivante, de crise avec tophus, de lithiase ou d'arthropathie uratique. Le traitement hypouricémiant est associé à un traitement prophylactique de la crise par la colchicine entre 0,5 et 1 mg par jour, et ce pendant au moins 6 mois. Il existe un objectif thérapeutique bien clair de traitement hypouricémiant avec une uricémie inférieure à 360 micromoles par litre chez les patients qui ont une goutte non compliquée ou une uricémie inférieure à 300 micromoles par litre chez les patients qui ont une goutte tophacée. L'objectif est donc d'obtenir cette uricémie cible selon une stratégie treat to target avec une adaptation de la posologie du traitement hypouricémiant de façon mensuelle jusqu'à l'obtention de l'uricémie cible. Le choix du traitement hypouricémiant repose sur l'allopurinol en première intention et en cas de contre-indication à l'utilisation de l'allopurinol, le febuxostat. Et ces deux traitements peuvent être associés à un uricosurique. En effet, pour diminuer l'acide urique, qui est le produit final de la purinosynthèse, on peut soit diminuer sa formation en utilisant un inhibiteur de la xanthinoxydase, que sont l'allopurinol et le febuxostat, soit augmenter l'élimination de l'acide urique au niveau rénal en utilisant un uricosurique, soit métaboliser l'acide urique en allantoïne en utilisant une uricase. Et l'uricase qui est actuellement disponible, c'est la rasburicase.
Le traitement hypouricémiant doit être initié à distance d'une crise et à faible dose, et ce afin de diminuer la fréquence, la prévalence des crises au cours de l'initiation du traitement hypouricémiant. Dans cet essai, les auteurs ont comparé 3 schémas thérapeutiques avec un groupe A où le traitement hypouricémiant, ici le febuxostat, a été débuté à faible dose, 20 mg par jour, puis augmenté de façon progressive, comparé à 2 groupes B et C où le febuxostat a été initié à forte dose d'emblée, 40 mg par jour, avec dans le groupe B un traitement prophylactique par colchicine. Les résultats obtenus sont montrés donc dans les diagrammes en dessous. Sur la gauche, vous voyez qu'à 3 mois de traitement, une proportion équivalente de patients avait atteint l'uricémie cible dans les 3 bras thérapeutiques. En revanche, quand on regarde la prévalence des crises, dans le groupe A où le febuxostat a été initié à faible dose, seulement 20,8% avaient des crises, et ce taux était équivalent au groupe B où il y avait de la colchicine, mais en revanche était beaucoup plus faible que le groupe C, où 36% des patients avaient fait les crises dans les 3 premiers mois du traitement hypouricémiant. Donc ce schéma montre bien que initier à faible dose permet de réduire le risque de crise de goutte, et cette réduction était équivalente à celle obtenue par un traitement par colchicine. Donc le traitement hypouricémiant de référence, c'est l'allopurinol, qui est un inhibiteur de la xanthinoxydase. Il ne peut pas être associé à l'azatioprine, qui est métabolisée par la xanthinoxydase et qui a donc un risque élevé de surdosage de ce médicament avec un risque d'aplasie médulaire. L'allopurinol ne peut pas être utilisé chez les patients qui ont présenté des allergies, y compris des allergies bénignes, et chez les patients porteurs de l'antigène HLA B5801, qui augmente de façon majeure le risque d'allergie grave à l'allopurinol. La prévalence de cet antigène est variable selon les ethnies, et dans certaines populations, sa prévalence est très élevée, comme chez les Chinois, et en particulier les Chinois Han, chez les Hongkongais, les Taïwanais, les Vietnamiens, les Coréens et certains pays d'Afrique, le Kenya et le Cameroun. En revanche, l'antigène est rare chez les Caucasiens, les Japonais et les Hispaniques. L'allopurinol doit donc être initié à faible dose, et à faible dose avec un ratio dose initiale d'allopurinol sur DFG qui doit être inférieur à 1, afin aussi ici de diminuer le risque d'allergie à l'allopurinol. Le febuxostat est aussi un inhibiteur non purinique de la xanthinoxydase qui est métabolisé par le foie. Il est donc aussi contre-indiqué en association avec l'azatioprine, avec le même risque de surdosage de ce dernier, et il est indiqué en cas d'allergie à l'allopurinol ou en cas d'impossibilité d'utiliser l'allopurinol à dose optimale, en particulier chez les patients qui ont une maladie rénale chronique sévère. Il y a eu quelques alertes sur les événements cardiovasculaires induits par le febuxostat, et la prévalence des allergies graves au febuxostat est actuellement inconnue. Les cas ont été rapportés sur des allergies graves cutanées, hépatiques, musculaires et rénales. Le febuxostat est un inhibiteur de la xanthinoxydase très efficace, et dans cet essai Princeps, il a comparé 2 doses de febuxostat 80 mg par jour, 120 mg par jour à 300 mg fixe d'allopurinol. On voit qu'au bout de 3 mois, 53% des patients sous 80 mg avaient une uricémie cible, une uricémie à la cible, versus seulement 21% des patients sous allopurinol 300 mg. Cette étude pilote a adapté une stratégie treat to target avec une adaptation progressive de la dose d'allopurinol jusqu'à obtenir l'uricémie cible. Et on voit que sur ces 106 patients inclus, au bout de 12 mois de traitement, soit 92% des patients avaient une uricémie à la cible et 85% avaient une uricémie inférieure à 300 micromoles par litre. Sur ces 106 patients, 79% étaient traités par allopurinol, avec une dose moyenne d'allopurinol qui était de 400 mg par jour. Et seulement 16% ont utilisé le febuxostat, et l'utilisation du febuxostat
était soit un échec à l'allopurinol, soit une intolérance à l'allopurinol. Donc, ce premier essai pilote a montré l'efficacité de l'allopurinol, et ça a été confirmé sur le deuxième essai présenté à droite, où vous voyez que l'adaptation progressive de la dose d'allopurinol permet d'obtenir, dans 80% des cas, une uricémie à la cible après 12 mois de traitement. Et vous voyez aussi sur cette diapositive, sur le graphe D, que la dose moyenne d'allopurinol est plutôt autour de 400-450 mg par jour que de 300. La dose optimale de l'allopurinol peut être estimée à partir de l'uricémie plasmatique basale grâce à cette équation. Donc, si vous prenez le facteur de correction 1.4, la dose efficace estimée est égale à 1.4 multiplié par la différence uricémie plasmatique moins uricémie cible. Et on voit que si l'uricémie plasmatique est de 600 micromoles par litre, la dose estimée nécessaire de l'allopurinol est autour de 350 mg par jour pour une uricémie cible à 360 micromoles par litre et plutôt de 660 pour une uricémie cible à 300 micromoles par litre. La dose maximale de l'allopurinol dépasse donc souvent 300 mg par jour. Cependant, la dose maximale de l'allopurinol est très vite limitée lorsque la clairance de la créatinémie est inférieure à 60 ml et le Vidal recommande une dose maximale de 200 mg par jour chez ces patients. Pourquoi la dose de l'allopurinol est-elle limitée, en particulier chez les patients qui ont une maladie rénale chronique stade 4-5 avec une clairance inférieure à 30 minutes par minute? La réponse est donc donnée par cette étude qui montre une accumulation de l'oxypurinol, métabolite actif de l'allopurinol, chez ces patients qui ont une insuffisance rénale sévère avec une DFG inférieure à 30 minutes par minute. Cette accumulation de l'oxypurinol est aussi accompagnée d'un retard d'élimination de l'oxypurinol après l'arrêt de l'allopurinol, avec une accumulation persistante chez certains patients, même après 14 jours d'arrêt thérapeutique. Cette concentration élevée d'oxypurinol est directement corrélée à la survenue de réactions cutanées graves, et en particulier des réactions cutanées graves mortelles. Et vous voyez sur le graphe A que les patients qui ont une clairance supérieure à 30 minutes par minute, il n'y a pas de mortalité, alors que cette mortalité est importante chez les patients qui ont une clairance inférieure à 30. Cet taux de mortalité est donc directement corrélé à l'oxypurinol, qui est corrélé à la granulosine, qui est une enzyme libérée par les lymphocytes lors de la reconnaissance, lors du déclenchement de la. L'autre risque de survenue d'allergie grave est la dose initiale de l'allopurinol par rapport à la clairance de la créatinémie. Lorsque le ratio dose initiale sur clairance en minute est supérieur à 1, vous voyez que la prévalence de survenue d'allergie cutanée est importante, avec une prévalence qui peut remonter jusqu'à 23%, qui peut aller jusqu'à 23%. Il est donc actuellement recommandé d'initier une dose d'allopurinol de telle sorte que le ratio dose allopurinol sur DFG soit inférieur à 1. L'autre facteur de risque essentiel à la survenue d'une réaction allergique grave à l'allopurinol est la présence de cet antigène HLA-B5801. Et vous voyez dans cette étude que la présence de cet antigène augmente d'un facteur 393 après ajustement multivarié le risque de survenue d'une réaction allergique grave. Et ce risque d'allergie dépend du poids génétique, et on voit que les patients homozygotes ont un risque beaucoup plus important que les patients hétérozygotes, chez les patients qui ont une fonction rénale normale. Ce risque génétique augmente en cas d'insuffisance rénale, et en particulier en cas d'insuffisance rénale sévère, où le facteur de risque, vous voyez, dépasse 1000 chez les patients homozygotes. Le mécanisme de survenue de cette allergie cutanée grave est la reconnaissance
de l'oxypurinol par l'antigène HLA B5801 présent sur les lymphocytes cytotoxiques. La reconnaissance de cet antigène fait libérer une enzyme qui est la granulosine, qui va induire l'apoptose des kératocytes et aussi la destruction de la matrice extracellulaire et générer la réaction cutanée grave. Les réactions d'allergie a été décrites aussi pour d'autres médicaments, en particulier les antiépileptiques avec la carbamazine, où on a identifié l'antigène HLA B1502 comme étant un facteur de risque essentiel, et pour l'abacavir avec l'antigène HLA B5701. L'allergie grave à l'allopurinol survient dans les 3 mois du traitement, avec un médian de survenue de 21 jours. Donc 90 à 95% des allergies graves cutanées surviennent dans les 3 premiers mois jusqu'à 6 mois. La prévalence de cette allergie grave est estimée à 0,1%, avec une mortalité qui est importante, entre 15 à 30% selon les études. Donc, le facteur de risque essentiel sont la présence de l'antigène HLA B5801, les patients qui ont une maladie rénale sévère stade 4-5, l'utilisation concomitante de diurétiques qui augmentent la concentration de l'oxypurinol et une dose initiale trop élevée avec un ratio dose d'allopurinol sur DFG supérieur à 1. Le traitement hypouricémiant est donc actuellement bien codifié avec une stratégie treat to target jusqu'à l'obtention de l'uricémie cible qui est soit de 360 micromoles par litre chez les patients qui ont une goutte non compliquée, soit 300 micromoles par litre chez les patients qui ont une goutte taux facée. Le choix du traitement hypouricémiant est donc l'allopurinol en première intention chez les patients qui ont une fonction rénale normale. Et la dose initiale de l'allopurinol doit être adaptée à la fonction, à la clairance de la créatinémie avec un ratio dose initiale d'allopurinol sur DFG inférieur à 1. Donc, chez les patients qui ont une DFG supérieure à 60 minutes par minute, on peut commencer l'allopurinol à 100 mg par jour. Et chez les patients qui ont une DFG inférieure à 60, la dose initiale d'allopurinol est de 50 mg par jour. Pour le febuxostat, les doses initiales sont aussi faibles, soit de 80 mg tous les 2 à 3 jours, soit de 80 mg tous les 3 jours chez les patients qui ont une fonction rénale avec une clairance inférieure à 30 ml par minute. Chez ces patients, il est conseillé d'utiliser d'emblée le febuxostat parce que la dose maximale autorisée de l'allopurinol ne pourra jamais permettre d'atteindre l'uricémie cible. Le traitement hypouricémiant est associé au traitement prophylactique de crise par la colchicine à 0,5 mg par jour et cette association doit être maintenue pendant au moins 6 mois. Le traitement hypouricémiant, une fois initié, est poursuivi même en présence de patients avec une crise. La surveillance du traitement en période d'adaptation de dose est de faire une uricémie tous les mois afin d'adapter la posologie du traitement jusqu'à obtenir la posologie efficace. Une fois que la posologie efficace est obtenue, on peut espacer la surveillance de l'efficacité avec une uricémie semestrielle. Pour la tolérance, elle est bien sûr clinique avec une attention particulière sur les 3-6 premiers mois de l'initiation du traitement, période sur laquelle surviennent les réactions d'hypersensibilité. On surveille aussi la numération et les transaminases pour détecter les thrombopénies et les cytolyses hépatiques. Après la période d'adaptation, la surveillance se fait de façon semestrielle. Donc, le traitement par colchicine et par inhibiteur de xanthinoxydase est maintenant bien codifié. La colchicine doit être initiée dès les premiers signes de crise à la dose de 1 mg suivi de 0,5 mg une heure plus tard pour le premier jour. La colchicine ne doit pas être associée au macrolide et il existe de nombreuses interactions qui doivent être vérifiées avant l'initiation du médicament. L'allopurinol est le traitement hypouricémiant de référence en l'absence d'allergie ou de maladie rénale sévère avec une clairance inférieure à 30 minutes par minute. Avant l'utilisation de l'allopurinol, il est conseillé de réaliser
un typage de l'HLA B5801 chez les populations où la prévalence de cet antigène est élevée. L'allopurinol et les traitements hypoglycémiants sont initiés à faible dose, à distance de la crise et selon une stratégie treat to target jusqu'à l'obtention de l'uricémie cible. Et le traitement est associé à un traitement préventif des crises par colchicine à faible dose, 0,5 mg par jour pendant au moins 6 mois.